Bonsoir et bienvenue à tous dans Trésor d'Algérie. Comme vous le voyez, je suis prête pour une petite balade à cheval avec mon ami Arraoui. Il est vraiment pressé. Mais avant, si vous aussi êtes amoureux de la nature, tout comme moi, si vous avez envie, on se calme Arraoui. Donc si vous avez envie d'un vrai dépaysement, si vous voulez découvrir des paysages imprenables, des plages vraiment à l'état vierge, rien de mieux que la destination Al Tarf pour cela. Décrochez de votre technologie, décrochez donc de toute pollution et venez ici pour découvrir des parcs d'une beauté incroyable. Donc vous allez bien sûr confirmer tout cela grâce aux images dans un petit moment. Je vous propose d'abord de suivre un reportage signé Hamid Erbouh qui nous emmène justement à la découverte de 3 lacs et aussi de quelques étendues de corail incroyables. Alors je vous laisse apprécier les images et je poursuis mon périple avec Arraoui. À tout de suite. Réputée pour sa nature généreuse, ses zones humides et son environnement, la wilaya de Tarf mérite bien son appellation de wilaya verte. Dans cette wilaya qui s'étend de l'oued Seybous à l'ouest, jusqu'à la frontière algéro-tunisienne à l'est, c'est surtout la zone d'El Qala, avec ses fameux lacs, son parc national et ses fascinants attraits, qui fait la réputation de cette région située à plus de 600 km de la capitale. Abdeslam, inspecteur principal des forêts au sein du parc, trouve plaisir à faire découvrir aux jeunes vacanciers la flore rare qui existe encore sur ces espaces, à l'image de l'aune blanc ou l'acacia, ramenée des États-Unis au XVIIIe siècle. تعريف على الحديقة الوطنية تلبس المغرب. أيضا فيما يخص هذه المحافظة على النباتات والحيوانات. Aussi déterminer le nombre d'oiseaux sauvages se trouvant au niveau des différents points d'eau. L'incontournable balade en barque avec le Thaïlandais nous transporte à l'intérieur du parc d'El Qala, au milieu du lac Tanga. Ce lac s'étale sur 2700 hectares. Il compte une centaine d'espèces végétales appartenant à une quarantaine de familles botaniques, dont plus de 40% sont classées entre assez rares et rarissimes. Il se caractérise aussi par une importante couverture végétale en mosaïque, offrant un refuge hivernal pour plus de 25 000 anatidés et foulques. La juxtaposition de 3 écosystèmes marins, lacustres et forestiers nous invite à admirer les colonies d'oiseaux d'eau sédentaire regroupées dans le lac Houbaïra. Ce lac est réputé pour le patrimoine cénigétique. Il constitue un lieu de nidification de nombreuses espèces ornithologiques, dont des canards, des poules d'eau et des oies sauvages. Au nord du lac Houbaïra se trouve un autre joyau de la région, le lac Mellah. Véritable modèle de pisciculture, ses eaux regorgent de poissons et de crustacés, comme le mulet, la crevette, le loup, le sard et le pagre. Ce bassin est relié à la mer par un canal artificiel long de 900 mètres. C'est un écosystème d'une richesse considérable. Le littoral d'El Qala est aussi réputé pour ses fonds riches en corail. Aujourd'hui, le Centre national de plongée professionnelle pour la pêche au corail d'El Qala organise une sortie en mer. Une aubaine à ne pas rater.
Cette sortie est aussi destinée à tester les nouvelles techniques de plongée. La plongée au mélange gazeux. Une fois sur le lieu et doté de l'ensemble des équipements nécessaires, l'aventure commence à la découverte du monde sous-marin. L'école de plongée professionnelle FTP Al-Qala, son rôle c'est de former les plongeurs de niveau N1, N2, N3 au niveau professionnel. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait déjà? C'est de former donc, des anciens corailleurs qui ont exercé avant la fermeture du corail. Et donc c'est pas une formation proprement dite, c'est une mise à niveau par rapport aux nouvelles techniques de plongée, puisque la cueillette du corail, ça veut dire incessamment on est en train de se préparer les plongeurs, c'est pour plonger à des profondeurs allant de 50 mètres jusqu'à 110 mètres. Le corail rouge uni inencarrié d'Al-Qala est un produit recherché et convoité depuis la nuit des temps. Avec ce silence qui règne, nous sommes littéralement perdus dans notre contemplation. C'est un regret que nous quittons cet Éden, des regrets qui ne dureront qu'un laps de temps. Le temps de réaliser que notre destination n'est autre que l'antique Tunisia, une ancienne cité qui n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Voilà. Tout doux, mon cheval. Tout doux, mon petit. Tout doux, on s'arrête. On s'arrête. Non, 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 non. Men. Allez, on s'arrête. Allez, stop, 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 stop. Stop, stop. Là. Bon, ça se voit que je suis pas une vraie cavalière. Hein. Bonsoir. Voilà, mon initiation a été faite. Merci, Monsieur Abdeslam, de nous avoir accordé ce plaisir. Merci également à Monsieur Yahi. Bienvenue dans Trésor d'Algérie. Merci de nous recevoir dans la wilaya de Taref. Je rappelle que vous êtes donc directeur du tourisme et de l'artisanat dans la wilaya de Taref et vous êtes cadre donc de l'institution qui veille au grain sur toute cette nature, à savoir le parc d'Al-Qala. Bienvenue à vous deux dans notre plateau. Donc là, on est en pleine nature, comme vous venez de le voir dans le reportage. Bien sûr, nous n'avons pas été exhaustifs, mais notre reporter s'est quand même bien baladé à travers le parc Tonga. Plutôt le lac Tonga, ici derrière nous. Il a également été à Oubeira, il a été également au lac El Melleh et il nous a fait découvrir, bien sûr, vraiment l'attrait, disons, principal depuis la naissance de cette ville d'Al-Qala, à savoir le corail. Donc, bienvenue à tous les deux. Et donc, comment on qualifie Al-Qala? La reine du corail? Oui, c'est la reine du corail. Oui. Et puis... La reine ou alors la capitale du corail? Les deux sont justes. Donc la reine du corail ou bien la capitale du corail, les deux qualificatifs sont justes. Oui. Du fait que le grand massif corallien qui se trouve sur la côte est ici sur la ville de Al-Qala, oui. Sur la côte d'Al-Qala. Oui, monsieur Yahi, on raconte que la naissance même d'Al-Qala s'est faite à cause du corail. Tout à fait. Donc, si on revient un petit peu dans l'histoire, le premier bastion qui s'est bâti ici à Al-Qala, bastion de France, il était réservé justement au commerce du corail. D'où le diminutif ou le qualificatif de capitale de corail. D'accord. Voilà. Donc, pour bien situer, c'était au XVIe siècle. Oui. Donc, au XVIe siècle, la région était encore sous domination ottomane. Oui. Et un concessionnaire français avait pris part, avait plutôt décroché donc l'autorisation d'exploiter le corail dans cette région. Tout à fait. Il avait eu ce privilège à l'époque. Et depuis, donc, la petite ville s'est développée autour du corail. Vous voulez rajouter quelque chose, monsieur Abdeslam? Oui, bonsoir. Bonsoir. En ce qui concerne le corail, le bassin de France a fait une concession dans la période ottomane, oui. Avec le Napoléon 500, c'est un Corse.
qui a fait l'activité du corail au sein du bassin de France. Et puis, c'est allé sur d'autres activités, à savoir les céréales, le cuir, la cire, plusieurs activités commerciales. Mais le plus important pour la région de Kala, c'était le corail. Corail rouge, corail ruban. Oui, cela révèle justement la richesse de cette région en termes de massifs coralliers. Tout à fait, tout à fait. Oui. Beaucoup d'étrangers s'intéressent à nos jours aussi à l'exploitation du corail ou l'achat aussi de cette matière première qui existe chez nous et qui est très très appréciée. Exactement, mais il y a à signaler que la chasse du corail est prohibée, interdite, mais le département des pêches est en œuvre pour trouver une solution justement pour remettre le corail qui se trouve sur le Kala au marché avec des conditions bien réglementées. Oui. Donc, sous peu, on saura qu'il y aura une multitude de produits tirés du corail dans un cadre légal. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'exploitants vraiment illicites oui, il y a eu même des étrangers, il y a eu quand même de la douane algérienne, comment dire... je dirais plutôt qu'il y a eu un massacre du massif. C'est justement pour ça que les autorités œuvrent pour trouver une solution à l'utilisation, à la pêche du corail. L'exploitation abusive et illégale de cette richesse, tout vraiment. Parce que en fait, le danger, c'est que certaines personnes qui essayent d'exploiter de façon illicite, détruisent aussi ce massif quelque part, parce qu'ils n'utilisent pas les outils parfois qu'il faut. Oui, effectivement, en ce qui concerne la pêche illicite du corail, et avant on utilisait la croix Saint-André. Et maintenant, avec ces mouvements attractifs, on fait attraction, on arrache les différentes branches. Et à savoir, le corail a une croissance assez lente, 2-3 mm par an. Et à l'origine, c'était milliard, puis, je veux dire, en reine animale, plutôt à la fin, végétale, plutôt à la fin animale. La croissance du fait de la croissance du corail est un peu lente. Et si on n'autorise pas la pêche, proprement dite, on peut dire par le plongeur, parce qu'on fait une sélection de branches. Il y en a des branches, et le plongeur a devant lui des multitudes de branches. Il choisit la branche, et même en dehors, en plus, on peut dire la sélection des branches, il y a un quota. Sans altérer parce que le corail, on peut dire, c'est un biotope fragile. Et la chaîne alimentaire du corail, c'est indispensable pour plusieurs espèces, à savoir les poissons, les espèces flores, à savoir les posidonies, les cestoseurs. C'est pour cela, c'est on peut dire, un biotope fragile. Entre-temps, on fait une récolte, on peut dire, réglementée, dans la mesure de faire une pêche rationnelle, durable. Et par la suite, on fait, parce qu'à des moments donnés, on fait l'arrêt. Comme les poissons, on fait le repos biologique. C'est idéal pour le corail, ça coïncide avec la période de mouvement, et puis ça l'ouverture. Normalement, donc il faut le laisser quand même se reproduire et régénérer. Voilà. Que le corail mature. Tout à fait, tout à fait. Cela nous amène à parler aussi des artisans, vous qui êtes à la tête donc, de la direction de l'artisanat également, tourisme et artisanat. Donc il y a de nombreux artisans qui pratiquent. Donc, malheureusement, puisqu'il n'y a pas de pêche réglementée de corail, donc peu d'artisans sont dans le métier, dans la branche. Mais le peu qu'on a déjà font des merveilles avec cette créature, ce corail. Donc on dénote sur la wilaya 3 artisans qui font de l'artisanat artistique utilisant le corail. Voilà. D'accord. Donc là, c'est une partie donc, de cette richesse floristique que l'on retrouve ici à Al-Qala. Nous avons aussi pu apprécier, à travers les images rapportées par notre reporter Hamid Rebouh, la beauté des lacs qui nous entourent, notamment le lac Tonga ici derrière. Oui. Il est magnifique au moment du coucher du soleil. Tout à fait, ça fait partie de la particularité de la wilaya, puisqu'on œuvre à montrer les trésors qui existent sur la wilaya. Et on voudrait promouvoir un tourisme particulier. Il s'agit de l'écotourisme. Il n'y a pas plusieurs lacs Tonga au monde, il n'y a qu'un seul lac, d'où la nécessité de travailler pour œuvrer à ce que ce parc soit d'une renommée internationale. D'ailleurs, il l'est.
Il est d'une renommée internationale puisqu'il est classé Convention Sur la liste Ramsar. Ramsar. Donc, à travers ce lac, on voudrait bien créer un tourisme écotouristique qui dénote cette beauté dont vous parlez. Donc ça nous amène à dire que vraiment cette région, ce qui fait la spécificité de la région d'Al Tarf Oui. et aussi d'Al Qala, qui est la région la plus connue, bien sûr, la plus célèbre dans cette wilaya, c'est bien les possibilités, les potentialités en matière de tourisme vert. Oui. Voilà. Ce qui permet cela, c'est surtout donc, ce sont ces lacs qui accueillent annuellement un nombre important d'oiseaux migrateurs, une faune et une flore d'une rare beauté aussi. Il y a des espèces qui sont quand même très rares et que l'on retrouve ici à Tarf, n'est-ce pas? Oui, effectivement. En ce qui concerne les zones humides, la ville de Tarf recèle 9 zones humides. Il y en a 6 sur le territoire de Pâques, à savoir les lacs Tonga et lacs Aubert, ce sont les premiers sites algériens ainsi que sur la liste Ramsar à 82 classements. En outre, le parc d'Al Qala est classé comme réserve de biosphère le 17 décembre 1990, à savoir c'est un patrimoine, on peut dire, universel pour l'humanité. En ce qui concerne les zones humides, le lac Tonga et différents complexes zones humides, parce que Al Tarf, on parle de complexes zones humides. C'est une multitude de zones humides. On a le lac Tonga, le lac Obeira, et le lac Noir, le lac Bleu. Et hors parc, on a le côté de Boutelja, le lac des Oiseaux avec le marais d'Amekada. Ce sont des zones humides d'eau douce. Voilà, et ce sont des zones humides qui attirent beaucoup de scientifiques annuellement. Des groupes de scientifiques, des groupes d'étudiants en biologie viennent ici régulièrement pour apprécier la beauté, pour aussi faire leurs études documentaires avec leurs petits appareils photo. Ils sont là, ils investissent le terrain. Effectivement, la région de Tarf donne, on peut dire, plusieurs potentialités, surtout pour l'aspect scientifique, parce que les zones humides ont plusieurs valeurs, à savoir la valeur scientifique. La recherche scientifique, ici, à Tarf, en différents, on peut dire, que si c'est universitaire, on peut dire en tant que master ou bien pour le thèse de doctorat, c'est facilement. Si on a l'aspect pour la vie faune, on trouve une panoplie d'oiseaux d'eau, à savoir des oiseaux assez rares, c'est le resmateur de blanche, le filigine nuroca, aussi on a le balbizarre pêcheur, la griffette moustache, une espèce assez rare, qu'on n'aura pas l'occasion de voir ailleurs. Et pour l'autre aspect, surtout pour la flore, on a des espèces rarissimes. Oui, lac Tonga ici, on a la fougère Marsilia diffusa, c'est une fougère assez rarissime. Il y en a une autre espèce, on appelle l'utriculaire commune. C'est une espèce carnivore, c'est la seule plante carnivore d'Algérie. Nous n'avons pas, heureusement, nous ne l'avons pas rencontré ce matin. Vous nous avez offert une très belle balade. On va partager peut-être un petit moment de cette balade avec nos amis téléspectateurs de ce soir pour bien sûr qu'ils s'imprègnent un petit peu des ambiances qu'on peut vivre sur le lac justement ici à Tonga. A tout de suite. Je vois beaucoup de nénuphars. Oui, le lac Tonga est assez de nénuphars. Oui. La famille nymphaceae, c'est un nénuphar blanc qui se trouve au Tonga. C'est une espèce aussi médicinale. Oui. Et c'est une espèce qui abrite une colonie de griffette moustache. C'est la seule colonie nicheuse en Afrique du Nord. Et pour le nénuphar jaune, on se trouve uniquement dans l'Algérie, uniquement au lac Obeira. Il y a beaucoup d'insectes autour de nos nénuphars là. Oui, effectivement, pour le lac Tonga, il y a énormément d'insectes. Et c'est un signe que le site n'est pas pollué, c'est un site bio. Aussi, il se trouve assez dense de flore. C'est un observateur, la flore c'est un observateur de carbone et aussi des sédiments. Et aussi, il y a un mammifère, c'est un mammifère bio-indicateur, il s'appelle la loutre, Lutra lutra, il se trouve au lac Tonga, c'est un mammifère piscivore. On va en croiser là sur notre route là. Et le problème que pour la loutre, c'est un mammifère crépusculaire qui se trouve uniquement tôt le matin ou bien fin de journée. Ah là on a raté quoi. Il faut être toujours au milieu du lac, à l'affût, parce qu'il y a les catiches qu'on les appelle les tanières de loutre, on l'appelle les catiches, qui se trouvent uniquement dans les îlots de sol ou bien dans le Guitine. D'accord. On poursuit notre petite balade. Ok. Je vous passe la perche.
Et plusieurs on peut deux types d'espèces, sinon on parle pour la vière, spécialement les santettes blanches, et aussi le fil européen. Si on parle... j'ai pas compris, les espèces, un faune, flore, aviaire, ça dépend. D'accord. Plusieurs paramètres. Si on parle des mammifères, c'est la lutte. Si on parle de la flore, on a le massis à feuilles diffuses et on a les tricolores communes. C'est la seule plante carnivore qui se trouve en Algérie. Quelle est la meilleure période pour effectuer ce type de balade dans le lac Tonga? Généralement, c'est la période hivernale, c'est la période de Otzo, et aussi la période printanière. Mais pour le lac Tonga, c'est toujours au courant de toute l'année. C'est toujours d'une saison à l'autre, ça diffère. Plus fascinant paysage, parce que la période hivernale et printanière, c'est la période des oiseaux d'eau, surtout les hivernants. Et pour la période estivale, c'est la période des espèces estivantes. Ali, notre guide aujourd'hui pour cette balade, offre justement ce type de promenade depuis déjà 11 ans, n'est-ce pas Ali? J'ai 11 ans. Oui. Vous recevez des touristes et des visiteurs tout au long de l'année, Ali, c'est ça? Tout au long de l'année. En hiver, en printemps, fait des balades et fait des sorties de l'université à Naba, Tarf, qui fait la biologie. Ah, des biologistes viennent ici. Oui. Beaucoup de biologistes. Ah, beaucoup. Très bien. Et donc, vous leur expliquez un petit peu, vous leur présentez le lac Tonga? De présenter le lac Tonga, les espèces qui existent ici, des canards fait des nids ici, des canards nicheurs. Et il y a des canards, des sorties de l'université, des sorties de biologie, des filles de la recherche, des nids de canards. D'accord. Et vous avez trouvé des nids? Bien sûr. D'accord. Et suivi le nid jusqu'à éclosie. Vous restez longtemps sur le lac à surveiller les espèces? Bien, non. Une demi-heure. D'accord. Des fois, toute la journée. Oui. Est-ce que vous avez le souvenir d'un moment comme ça spécial avec des touristes, une découverte ou la haja? Bien sûr. Par exemple? Un nid éclosé, de pousser le bœuf. Oui. L'année passée. L'année passée, vous avez pu suivre une éclosion d'un nid. Comme vous venez de le voir, nous nous sommes régalés ce matin avec notre guide Ali, dit le Thaïlandais. Et bien sûr, nous n'avons pas eu la chance de voir toutes les espèces que tout le monde énumère ici. C'est incroyable le nombre d'espèces endémiques, mais aussi, on m'a raconté l'histoire d'une anguille. Tout à fait, oui. Oui. Alors, cette anguille, c'est quoi son histoire? Je laisse la parole à mon ami. Non, commencez. Donc, la fameuse anguille, l'anguille grise, oui. C'est une anguille particulière qui vient ici. Oui. Elle traverse l'Atlantique, la Méditerranée, elle rentre ici pour se reproduire, mûrir et puis repartir. C'est ça, mon ami. Alors, vous confirmez? C'est en quelle période de l'année qu'on peut observer ce phénomène? L'anguille, c'est en période hivernale, la pêche de l'anguille. Très bien. Mais pour la reproduction, on appelle la migration de l'anguille, c'est la migration catadrome, qui va, les adultes qui sont matures, vers la mer de Saragas, presque 43 000 jusqu'à 4 000 km. Et puis, on a le retour des leptocéphales. C'est des poissons, on peut dire planctogènes, qui se nourrissent du plancton. Et avec le Gulf Stream, retourne vers c'est la migration, on appelle la migration anadrome. Et les anguilles retournent vers les endroits, on peut dire, natifs. Chaque anguille va se retourner vers l'endroit de ses parents. C'est pour cela qu'on appelle aussi le poisson mystère. C'est quand même, voilà, c'est mystérieux, cette reproduction qui se fait ici. C'est dire que c'est quand même une terre paisible pour ces espèces animalières. Et, effectivement, la ville de Tarf, c'est une zone bio. Oui. En matière, parce qu'ici, on a plusieurs méthodes d'écosystèmes. On a l'écosystème marin, puis on a l'écosystème dunaire.
Oui. et l'écosystème lacustre et aussi l'écosystème forestier. C'est de trouver une rareté paysagère dans des endroits, on peut dire une zone biogéographiquement au-delà de 70 km, de trouver une multitude de zones humides, de forêts. La région de Tarf est presque à 100% boisée. Oui. Et il y a des très belles forêts, mais d'une diversité incroyable. Oui. On peut changer de paysage chaque jour quand on séjourne ici et apprécier une nature et un paysage différents à chaque fois. Et c'est ce qui aussi permet aussi à certains animaux, tels que le cerf de Barbarie, d'apprécier ces paysages. Exactement. L'une des particularités de la wilaya, c'est l'autre forêt, l'autre zone protégée, c'est celle de Beni Salah, qui est une forêt mitoyenne entre les wilayas de Guelma et de Tarf. Et c'est là où plusieurs couples de cerfs de Berbérie ont été remarqués et qui viennent jusqu'à la frontière algéro-tunisienne. Donc il y a beaucoup de couples, d'ailleurs dans la zone de Brabtia, là où il y a le parc animalier, il y a une zone spécialement édifiée pour la protection et l'observation de cet animal. Oui, ils sont en semi-captivité. Et qui est en voie d'extinction, donc on essaye de le reproduire. Préserver. Exactement, oui. Ah ben, c'est formidable. Vous essayez certes de protéger cette région. Il y a tout le personnel du parc national d'Al-Qala qui veille au grain, même dans les autres régions que vous venez de citer. Mais il y a aussi une mission de promotion que prend en charge la direction du tourisme à travers la création notamment de circuits touristiques dans les différents lacs que l'on retrouve à Al-Tarf. On vient juste de finaliser l'étude de circuits touristiques, oui. Là autour du parc national qu'on a nommé la Tarf en bleu et vert, donc c'est la nature et la mer. Oui. Et le deuxième, ça concerne les montagnes, comme il a dit mon ami, donc il s'agit de plus de 70% de la wilaya est forestière. Donc il y a lieu de faire visiter aux touristes ces lieux. Là, on trouve des multiples vestiges historiques, des hammams, et ça mérite d'être visité pour dire que ce n'est pas uniquement des lacs à Tarf, mais il y a d'autres formes de tourisme qu'on peut développer, oui, notamment. Avec aussi, bien sûr, on peut trouver aussi des vestiges, des monuments qui racontent des histoires tout aussi, fait, qui témoignent de, oui. voilà, de certaines époques, notamment l'époque romaine, oui. mais aussi, il y a le beau petit palais de Lella. De Lella Fatma. Fatma, oui, tout à fait. Donc il est à Laayoune, à la commune de Laayoune. C'est un château de l'ère romaine. Donc qui était utilisé pour des réunions et pour des hammams, parce qu'il existait un hammam. Des thermes. Oui, des thermes, exactement. Et d'autres vestiges, hormis ce Qasr de la Fatma, qui a une histoire d'ailleurs qu'on raconte. Oui. Donc c'est l'époque romaine, mais comme la légende raconte qu'il s'agissait d'une femme qui a promis à celui qui va ramener de l'eau jusqu'au château, qui est sur une certaine altitude, de le prendre comme mari. Et c'est comme ça que c'est ici cette histoire. Donc, Monsieur Abdeslam, le cerf de Barbarie, donc, ainsi que d'autres espèces endémiques, on peut observer un petit peu un historique l'historique de leur vie à travers un parc qui existe ici même. Oui, effectivement, parc animalier. Oui. Et il y a le parc animalier, le zoo, mais le principal, c'est le cerf de Berbérie. On a une unité d'élevage des cerfs de Berbérie en semi-captivité, parce que nous, le parc et la conservation des forêts, on fait des campagnes de dénombrement. Au mois d'avril, c'est l'observation directe des individus des cerfs, et aussi on se réfère aux indices de présence, les traces ou bien les fientes. Et on a la période de septembre, la fin août jusqu'à septembre, c'est la période de lutte. C'est la période de Braham. On fait dénombrer les couples de cerfs de Berbérie. C'est l'espèce Cervus elaphus barbarus, c'est l'emblème de la ville de Tarf. Et à savoir, comme disait mon collègue, c'était la région de Sogaras, presque les deux refuges. Le sanctuaire du cerf de Berbérie, Tarf, Sogaras et bien sûr Guelma, c'est les forêts de chêne-liège. Le prospère surtout, c'est les forêts de chêne-liège, les subérés. Oui. Donc c'est dire un petit peu tout l'intérêt de ce parc, vraiment pour le visiteur qui sera vraiment attentif à un tourisme vert. Vous disiez tout à l'heure, donc, Al-Qala bleue et verte. Oui. Ou vous le disiez comment? Parce que quand on parle du bleu, c'est les plages. C'est les plages, tout à fait. Et puis le vert, c'est tout ce qui tourne autour du lac, des forêts, etc. Nous avons eu un petit aperçu des lacs, de ce massif forestier qui est derrière nous. À présent, nous allons peut-être voir en image d'abord ces plages avant d'en parler. Donc tout de suite,
tout un beau chapelet de plages, pour certaines des plages à l'état vierge. Bien sûr, ce reportage est également signé Hamid Rebouh. On vous retrouve juste après avec nos invités. Les hautes vagues semblent avoir tempéré leurs ardeurs devant la beauté de cette formidable baie. Une baie sur laquelle est bâtie une ancienne cité, l'antique Tunisa, Kal, plus connue aujourd'hui sous le nom d'Al-Qala. Cette coquette ville vous charmera par sa proximité avec la mer et par sa célèbre plage Al-Morjan. Ici, il fait toujours bon vivre. Les couleurs les plus opposées créent une joie dans la ville. Sillonner ces rues, c'est découvrir les monuments témoins du passé, tels que la cathédrale, classée monument historique. L'architecture de son ancien port de pêche, naturellement protégé par une presque île, continue à exercer sur le visiteur un attrait irrésistible. Pour mieux apprécier les beautés d'Al-Qala, on nous a conseillé de sortir du centre-ville et de prendre n'importe quelle direction. Vers l'est, au-delà de cette ville reine du corail, un autre chapelet de petites plages. La plus connue, la Missida, se distingue par son fin sable d'or et la propreté de ses eaux. Missida demeure la destination familiale par excellence dans la région. L'affluence des vacanciers renseigne bien sur l'attraction qu'exerce ce coin féerique sur ses visiteurs. Sous le soleil de midi, la route vers l'ouest offre un regard émerveillé. Une route pleine de belles criques. Au détour d'un virage, les nombreuses voitures parquées sur la route en pleine forêt ont suscité notre attention. Ne connaissant pas les lieux, nous décidons tout simplement de suivre une famille. Après avoir traversé une pinède, un spectacle grandiose et inédit nous attendait. On se croirait aux Caraïbes. On est à la Cale, on est dans cette plage, la Calissare. Il y a d'autres plages, la Montagny, l'Usine, la Vergès, la Missida. Il y a plusieurs encore. La plage offre en effet la particularité d'avoir deux rivages. Un bonheur pour les enfants. Ils passent leur temps à aller d'un rivage à l'autre. Des familles rencontrées sur les lieux se disent satisfaites de passer leurs vacances dans cette région enchanteresse et dont les plages sont bordées de forêts, de falaises et caps rocheux souvent escarpés, loin du vacarme de la ville. On a un très très beau paysage. Comme vous voyez, on a un mélange de, comme vous voyez, de montagnes, de sable et de la mer. Les enfants viennent de profiter l'été et voilà. Moi, franchement, chaque année je viens et j'aime bien passer mes vacances ici. Et j'espère vraiment que les gens auront l'occasion de venir voir ce beau pays, ce beau village. Enfin, je ne sais pas comment m'exprimer, mais sincèrement, c'est très très beau et il faut vraiment venir voir cela. Un peu plus à l'ouest se trouve la plage de la Vieille Cale, un ancien comptoir romain dont les vestiges
rappelle l'importance de la cité dans l'histoire. C'est le seul site ancien classé de la wilaya de Taraf. Sa construction est jalonnée d'une histoire tumultueuse. Des milliers d'estivants fréquentent aujourd'hui la plage et repartent en n'ayant pas connaissance de l'existence de ce lieu historique. La forte chaleur, accompagnée d'un taux élevé d'humidité, a provoqué une véritable ruée vers les différentes plages de cette wilaya. C'est le cas de la plage d'El Hinaya, située dans la commune de Berrihan. C'est une plage incrustée dans un site paradisiaque, loin des résidences. Les temps s'adoucissent au neutre. Il faut prendre la direction de Cap Rosa avant le coucher du soleil. S'il y a une définition de la beauté, Cap Rosa sera sa référence. Un soleil chaud continue à scintiller sur la mer au bleu turquoise. Il disparaît lentement, laissant place à la nuit. La ville d'El-Qala s'apprête alors à recevoir ses invités. Aussitôt, les rues et ruelles sont envahies par une foule gaie de vacanciers bronzés. Ils créent une atmosphère de joie. Chacun dans son style, les talentueux chanteurs emballent rapidement les jeunes, à la grande joie des familles venant en masse à la fête. Cette nuit, comme chaque nuit à El-Qala, semble bien partie en sang, en couleur et en émotion. Ces plages sont quand même à l'état vierge quelque part quand on compare avec certaines régions qui sont aménagées. Les infrastructures hôtelières vraiment quand même que l'on retrouve ailleurs sont absentes ici à Taraf. Tout à fait, oui. Ça c'est le hic justement de ce secteur, du secteur du tourisme, c'est que le manque flagrant de matière d'hébergement, de structure d'hébergement. Beaucoup de gens se posent cette question, pourquoi il n'y a pas assez d'hôtels. Quelquefois, je répondrai de cette manière, le touriste ne vient pas pour l'hôtel. Toutefois, il a besoin d'un hôtel. Oui, il a besoin quand même d'un gîte. Justement, pour résoudre ce problème, justement, les autorités de la wilaya ont senti le problème avec le flux très important des touristes. On dénombre actuellement 31 demandes qui a connu un accord préalable du CNPRF. Donc sous peu, Inch'Allah, on aura... C'est fou, à chaque fois que je m'adresse à vous, il y a quand même des oiseaux qui bougent. Très bien. Désolée de vous perturber. Très bien. Donc vous disiez qu'il y avait des investissements. Donc il y a 31 projets en vue pour justement colmater ce manque flagrant en matière de structure d'hébergement. Toutefois, on a mis des restrictions en matière de matériaux de construction. Il s'agirait de construire en structure légère pour rester dans la vocation... En harmonie avec l'environnement. Exactement, pour rester dans l'harmonie de la nature à Tarf. Et peut-être vous avez déjà vu un projet qui est déjà en construction dans la zone d'El Battah. C'est tout à fait en bois
Et c'est ce qui va le mieux avec notre nature. Ça a été bien accueilli. Très bien. Très bien. Oui. Et ben, ici, au lac Tonga, nous avons une très belle auberge aussi qui Oui. accueille vraiment d'innombrables délégations. Beaucoup d'étudiants viennent ici. Ils trouvent vraiment beaucoup de plaisir à séjourner en marge du lac. Et nous l'avons fait nous-mêmes et nous avons beaucoup apprécié. Vous avez aussi parlé tout à l'heure de certaines plages qui sont à l'état vierge, qui ne sont pas très connues. C'est ce qui fait le charme finalement de cette région. Les gens viennent aussi parce qu'ils sont vraiment complètement absorbés par cette beauté vierge. La région de Tarf, avec une multitude de plages et à l'état vierge, il y a un peu, même si on trouve sur, on peut dire le globe, il y a, on peut dire, des zones minimes où on trouve juste à côté la mer, Oui. se trouve même pas à quelques mètres la forêt. Oui. On a la forêt d'un côté et de l'autre côté la plage. Généralement la plage de Tarf avec un sable fin, en tendance de Il voir est bien blanc aussi. blanc, oui. Et aussi, mais surtout pour l'aspect de Tarf, surtout pour, on peut dire, le littoral, c'est la mer. Il y a, on peut dire, on voit la couleur, on peut dire, de vert émeraude. Il y a à côté surtout de la Winette, la Messida, à côté même de la Véhicale, avec la pose donnée. On sent qu'on peut dire dans l'Iden. C'est pour cela qu'il y a des gens, nous, dans nos parts, il y a plusieurs étrangers qui viennent ici à Tarf. Ils séjournent ici dans leur, on peut dire, vacances ou bien des émissions avec le parc. Ils disent que vraiment, on a fait... C'est le paradis. C'est le paradis. Eh bien, nous confirmons, C'est oui. pour ça justement que les instances de la wilaya ont décidé à ce que les plages restent dans cet état vierge. On a pratiquement fait la totalité des plages, procédé à des études pour laisser les plages à l'état naturel, Très bien. tout en donnant à l'estivant les nécessités strictement nécessaires. Bien sûr, Donc, quand on va à la plage, on a besoin quand même de se restaurer à un justement, moment où on a ça sera, besoin de... ça sera tout à fait en bois et démontable. Dès l'arrivée de la saison, on monte les infrastructures, à la fin, on démonte. Et la plage restera intacte. Très bien. C'est pour laisser justement les vocations écotouristique de la wilaya. On Y insiste a-t-il- sur ça. Oui, mais y a-t-il vraiment un club de plongée à Al-Qala ou dans la wilaya de Tarf? Il y avait un club, mais actuellement il est à l'arrêt, il ne travaille plus pour cause d'autorisation de plongée. D'accord. Avec- C'est vrai qu'on c'est essaye de lié- protéger la mer, Exactement. mais à un moment, une fois qu'on aura instauré des mécanismes qu'il faut pour la Voilà. protection, peut-être qu'on reviendra à la à fait. découverte. Tout à fait. Parce que c'est vrai, le visiteur aura besoin de voir cette beauté sous-marine. Et c'est tout l'intérêt d'une région qui présente une telle richesse faunistique et floristique. Tout à fait, parce que dans la région de Tarf, elle fait 90 km de côte. Et, nous, le parc ou bien la direction de la pêche, on fait voir les aires marines protégées, c'est la préservation des ressources halieutiques, et aussi faire découvrir aux gens par des sentiers marins, de voir la découverte, généralement parce que des sentiers marins, on peut faire jusqu'à avec des baseaux entre 5 à 6 mètres avec une simple palme et tuba, masque tuba, de faire découvrir, parce qu'à Al-Qala ici, on trouve des profondeurs de 3, 4, 5 mètres, on trouve la posonée. Il y a une autre espèce qu'on appelle la grande nacre, c'est un bivalve, Pila nobilis, qui trouve assez répandu à Al-Qala. Aussi, on trouve beaucoup d'oursins. Et pendant ces temps, pour les poissons, on trouve une richesse, on peut dire, très diversifiée. Et les espèces ici sont très privilégiées pour la région d'Al-Qala. Bon, aujourd'hui, j'ai testé le cheval. Donc, nous avons aussi été initiés à une petite balade en barque à travers, comment vous appelez ça? Le chenal du parc Tonga, du lac Tonga, qui est dans le parc national d'Al-Qala. Oui. Et bien sûr, la prochaine fois, ce sera la visite en tuba, Inch'Allah. la visite sous-marine. Sous-marine. Parce que la région d'Al-Qala, on peut dire un gisement, surtout par la Posidonie océanique, pour l'herbie de Posidonie, est très dense dans la région de Tarf. Et puis, on a une côte qui fait 90 km du Cap Seglab jusqu'à presque la limite d'Annaba, c'est la limite de Mafrag. Et aussi, facilement, on peut découvrir, on peut explorer avec le masque, un tiba et palme. Dans les bas-fonds, on peut voir facilement des multitudes de poissons. Aussi, on peut voir les bivalves, c'est la grande nacre, qui est une espèce protégée et assez rare dans le bassin méditerranéen. Aussi, pour la région de Tarf, avec ses plages, on peut facilement s'émerveiller, on peut facilement faire des journées ou bien 6 jours agréables.
vu le paysage très fascinant, très attirant, la quiétude, aussi parce qu'on parlait beaucoup d'oiseaux. Sur la rive mer aussi, on trouve beaucoup d'oiseaux marins. On a un rapace qui s'appelle le balbuzard pêcheur. C'est un rapace très, très rare. Celui-là, c'est une espèce protégée dans le parc. Et aussi, on a plusieurs, on peut voir les flamants roses, on peut voir aussi des sternes, du mouette, Les du flamants puffin. roses, c'est quelle période justement, les flamants roses? L'observation des flamants roses ici, c'est à partir de quelle période? Dans la région de Tarf, on peut les voir lors du comptage hivernal qui se fait mi-janvier. Mi-janvier, très aussi, bien. on a l'occasion de voir à partir de la fin mai des fois jusqu'à la fin juillet, août, parce que on les appelle espèces de passage, qui vit jusqu'au des Alpes, le lac Mellah. C'est la seule lagune qu'on trouve en Algérie. Et le flamant rose préfère beaucoup de crustacés. On a la Matsagoun, le chevrette, et puis il va à travers la traversée vers le sud algérien, et puis vers les zones de Sahel. Très bien. C'est dire combien cet environnement est sain, combien vraiment il est propice à plusieurs types de tourisme vert. Bien sûr, il y a des projets qui sont très intéressants aussi dans cette région, qui sont liés à l'environnement et au climat. Certainement, puisqu'on parlait des lacs. On a aussi des zones très élevées à une hauteur de 1000 mètres d'altitude, et c'est là exactement qu'on a décidé d'ériger des stations climatiques réservées pour les sportifs, pour les malades, pour les randonneurs. Et donc on vient juste de terminer deux études, l'une à Al-Ghorra et l'autre à Hammam Sidi Trad, puisque le hammam est juste... Il existe déjà. Il y a 6 sources déjà à la wilaya de Tarf dont on fait une étude. Moi je pense que pour la wilaya de Tarf, cette multitude de formes de tourisme rend de la wilaya une destination par excellence. Voilà. Très bien. J'espère que bientôt elles verront le jour. Et donc c'est destiné pour quel type de touristes? À part, il y a les sportifs, mais les malades? Et les randonneurs. Les randonneurs aussi? Oui, oui. Très bien. Mais est-ce que les randonnées sont déjà programmées? Justement, les deux... Il y a des associations qui travaillent dans ce sens. Justement, on en a rencontré une. Justement, il y a une association qui est en train de former des guides touristiques dans ce sens. Il s'agit de la fédération scientifique des activités culturelles de la wilaya de Tarf, que je remercie vivement. D'ailleurs, c'est la première fois où on organise ce genre de stage pour former des guides en option d'utiliser les deux circuits et les deux stations climatiques. Et surtout, rester dans le lac de Tonga. Tonga. Voilà. Formidable, nous avons rencontré tous ces jeunes qui sont pleins d'ambition pour leur région et qui voudraient justement participer à l'essor et à la promotion de toute cette région, à l'état vierge. Bien sûr, nous avons pu apprécier toute cette nature, la voir de plus près. Nous remercions à la fin de ce parcours notre décoratrice, mais notre décoratrice a fait, notre décoratrice Linda Sitayeb, qui a fait une composition assez spécifique aujourd'hui. Je pense qu'elle n'est pas anodine. Tout à fait. Donc c'est l'une des activités ancestrales de la région, c'est l'extraction de l'huile de lentisque. D'accord, c'est la plante que l'on voit sur la table. Exactement. Et puis aussi l'une des particularités de la région, c'est les cacahuètes de Tarf. C'est très délicieux. Elles sont bonnes, je sais. Exactement. Ça, c'est vrai. Les arachides de Tarf sont très particulières. On ne les trouve pas ailleurs. Donc, vous aurez aussi l'occasion ici de découvrir des spécialités culinaires assez inédites. Donc voilà, on arrive au terme de notre émission. Merci à tous ceux qui ont contribué. Merci à l'association des jeunes... Jeunes du futur. Les jeunes du futur, donc l'association s'appelle Shabab Al-Red. Oui. C'est pour ça que vous dites cela. Merci Monsieur Abdeslam de nous avoir accompagnés dans ce numéro spécial Tarf. Merci Monsieur Yahi. Merci à vous, amis téléspectateurs, et à toute l'équipe de Constantine qui nous accompagne pour ce numéro de Trésor d'Algérie. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour d'autres découvertes. Jusque-là, passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes. Et puis, voilà, préservez notre nature, aimez-la autant que vous pourrez. À très bientôt.